c'est osé. On sait que c'est l'État qui a le monopole de la violence physique légitime. Donc chaque fois qu'un groupe qui n'a pas cette qualité s'affronte à l'État avec des armes, c'est tout à fait osé. Mais il faut aussi dire que nos États se sont, depuis les années 80, substantiellement affaiblis en raison d'un certain nombre de contraintes extérieures et intérieures. Et face à cela, les groupes criminels ont plutôt constitué des genres d'alliances transnationales et je dirais même multicontinentaux qui font en sorte que ils reçoivent des aides de tous côtés et donc comme ils ne se constituent pas en force stabilisée quelque part, ils peuvent opérer et se dissimuler et opérer encore dès que l'occasion se présente. Donc tout en étant une stratégie osée, on peut quand même aussi ajouter que s'ils arrivent à le faire, c'est parce que d'un côté, on ne sait pas exactement à qui on a affaire, en outre, parce que ce sont des groupes essentiellement mafieux qui frappent, se dissimulent, frappent, se dissimulent, en fait, qui se comportent comme des bandits énormes. Et ces acteurs ont-ils les moyens de leur folle politique? On ne peut pas dire qu'ils aient absolument les moyens de leur politique, d'abord parce que leur politique, en réalité, on ne sait pas ce qu'ils visent. Est-ce que ce n'est que des bandits de grand chemin qui cherchent à s'enrichir en investissant dans le crime ou alors ils ont des objectifs politiques de recomposition des espaces politiques comme finalité? On ne sait pas exactement quel est leur objectif. Mais si ce n'est que des groupes criminels transfrontaliers à orientation économique, je pense que leur durabilité dans le temps montre bien qu'ils arrivent à se procurer les moyens de leur survie. Mais si c'est un objectif politique plus large, c'est là qu'il faut substantiellement douter. Parce que dès qu'ils ont l'objectif politique, il faut donc qu'ils s'installent comme les États et à partir de ce moment-là, les États sauront qui ils ont en face et ils vont donc lever le niveau d'alerte. On parlera de la crise anglophone, on parlera du conflit Boko Haram. On parlera aussi de tout autre groupe criminel qui commet des exactions un peu partout sur le sol africain. Les cas que j'ai cités, professeur Touda Ebode, face à cela, comment comprenez-vous la réaction de nos différents États? Non, comme je l'ai dit au début, l'État a le monopole de la violence physique légitime sur son territoire. Et lorsqu'il veut opérer au-delà de son territoire, il a les capacités juridiques de nouer des alliances avec les autres États. Cela signifie donc qu'à partir du moment où il est agressé dans ce qui constitue son essence, il va nécessairement réagir pour se réapproprier le monopole de cette violence physique et légitime. D'un autre côté, on peut dire que c'est l'État qui est responsable de la sécurité de nous tous et de nos biens. Donc un État normal ne peut pas voir agresser ses citoyens et y croise les bras, parce que personne d'autre n'a la responsabilité de protéger ses citoyens, de protéger leurs biens, de garantir leur mouvement d'aller et de venir. Donc les États sont dans leurs droits, dans leurs obligations et dans leur mission de protéger et de garantir la paix dans l'espace qu'ils contrôlent et qu'on appelle le territoire. Pour faire face justement à ces menaces plutôt asymétriques et à toute autre menace liée à l'insécurité, le Cameroun va opter pour la défense populaire comme concept d'emploi des forces. Qu'est-ce que c'est que la défense populaire? Il faut déjà dire que le concept de défense populaire date depuis les années 60, dès la création de l'armée. Dans les années 59, il avait déjà été pensé que pour que cette armée soit efficiente, il faut qu'il y ait la défense populaire. La défense populaire part d'un principe. On ne peut pas prendre toute la population d'un pays pour aller défendre le pays. Donc on va prendre une portion qui nécessairement est inférieure à l'ensemble de la population. Maintenant, pour que cette petite portion composée des forces de défense et de sécurité puisse agir en toute efficacité, en toute efficience, lorsqu'il y a une crise d'agression ou autre, elle doit avoir derrière elle le soutien de la population. La défense populaire
signifie que comme les forces sont en petit nombre, pour agir de manière efficiente, elles doivent être soutenues par l'ensemble de la population dont elles dépendent, mais dont elles ont aussi pour mission de défendre. Voilà ce qu'on appelle la défense populaire. Qu'est-ce que la population apporte concrètement dans cette synergie-là? Alors dans cette synergie, la population apporte plusieurs choses. Si on doit prendre des cas concrets pour que vous compreniez un peu, la population, lorsque on faisait face au plus haut niveau de la confrontation avec Boko Haram, vous avez vu que la population donnait de l'argent, la population donnait la nourriture, la population donnait du sang, la population apportait les informations prévisionnelles, d'où le fait qu'on ait créé donc les comités de vigilance. Donc, une armée professionnelle dans un pays ne peut pas fonctionner sans synergie avec le reste de la population. Parce que l'armée ne peut pas être partout à la fois. Donc quand elle est ravitaillée en renseignements prévisionnels, elle peut donc anticiper sur les opérations. De la même manière, lorsque le front s'ouvre, l'armée a besoin du soutien de la population parce que le front peut être large et dans l'attente des forces de soutien, la population qui se trouve sur place peut apporter nourriture, eau, médicaments, en tout cas l'essentiel pour permettre à la machine militaire et de sécurité de tenir substantiellement sans pouvoir reculer dès lors que le concept c'est la défense ferme, la tenue ferme des frontières. On va y revenir, mais déjà précisons, et vous l'avez indiqué au passage, que c'est à son indépendance que le Cameroun va opter pour ce choix stratégique de défense populaire. Pourquoi cette option à ce moment-là? Parce que justement, à ce moment-là, on fait face à une menace interne avec des relents externes. Disons que, comme vous le savez, au moment des indépendances, ce que nous, on va appeler indépendance, il y a les acteurs majeurs politiques de l'UPC qui contestent cette indépendance parce qu'ils la qualifient d'indépendance fictive. Donc, il crée donc un mouvement armé dont la finalité est de ne pas permettre au jeune État de s'implanter sous la forme dont il vient de prendre l'indépendance. La question qui se pose donc aux autorités en 1958-59, c'est-à-dire lorsque la question de l'armée nationale commence à être conceptualisée, c'est est-ce qu'on va arriver à l'indépendance sans armée alors que l'UPC a une armée et que cet UPC entretient des relations avec des puissances extérieures. La solution sera donc, 1, de créer très rapidement une armée, 2, de créer rapidement une école interarmée, donc l'EMIA à Yaoundé. Voilà le contexte dans lequel ces institutions sont créées, et ce contexte est justement celui de la guerre froide où on fait face à des rébellions anti-indépendantistes et tout État qui veut anticiper voudrait donc, au moment où sera déclarée l'indépendance, compter déjà sur quelques forces. Et c'est ce qui a été le choix du Cameroun à travers les premières autorités du pays. Il y a sans doute aussi des raisons liées à la faiblesse des ressources du Cameroun. Alors, jeune État, à ce temps-là, je parle bien précisément à partir de 1960, cette raison est-elle toujours valable? Sinon, pourquoi ce concept de défense populaire est-il toujours mentionné aujourd'hui? Alors, je vous ai dit qu'au moment des indépendances, les forces sont numériquement peu nombreuses comparées à l'ensemble de la population. L'optique donc c'est que pour que ces forces soient efficientes et efficaces, en cas de problème, il faut le soutien de l'ensemble de la population. Défense populaire. Au jour d'aujourd'hui, le ratio n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire, si vous prenez le pourcentage des forces dans les années 60, comparé à l'ensemble de la population, vous projetez ça à l'heure actuelle, comparé à l'ensemble de la population, vous allez trouver plus ou moins les mêmes pourcentages. Cela signifie donc que nous avons une armée professionnelle.
on ne met pas l'ensemble, on ne militarise pas l'ensemble de la population. Mais donc, en cas de crise, pour que cette armée professionnelle puisse fonctionner efficacement et accomplir loyalement ses missions, il faut des forces de soutien qui sont civiles. Parmi ces forces de soutien, vous n'avez pas seulement l'ensemble de la population, vous avez aussi tout ce qu'on appelle les officiers de réserve, c'est-à-dire ceux qui ont fait le service militaire, qui peuvent être dans l'administration. À l'époque, même les universitaires faisaient ces services militaires. C'est en préparation d'une éventuelle crise où on peut être mobilisé ou alors où on peut tout simplement se proposer d'appuyer les forces pour que celles-ci fonctionnent efficacement. Le contexte actuel est donc celui des conflits asymétriques. C'est-à-dire, nous ne faisons pas face véritablement à un État qui nous attaque. Nous faisons face d'un côté, dans l'extrême nord, à Boko Haram, qui est une force terroriste transfrontalière. Donc, lorsque cette force agit à l'intérieur d'un pays, comme ce ne sont pas les militaires conventionnels, c'est toujours un conflit asymétrique. Dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est des rébellions internes. Et vous comprenez donc qu'à partir du moment où tout cela se passe à l'intérieur du pays, ce ne sont pas des étrangers. Les propres populations savent qui sont ceux qui agissent et peuvent donc concourir à ravitailler le renseignement professionnel, prévisionnel, pour que les forces puissent donc agir de manière efficace en n'intervenant que là où il faut intervenir. Sinon, on ne peut être obligé de devenir une menace pour l'ensemble de la population. Alors, pour ne agir que sur les cibles, il faut que les forces aient eu l'information précise de où se trouvent ces cibles pour que les balles perdues ne prennent pas des innocents. C'est pour cela que face à ces conflits asymétriques auxquels nous faisons face aujourd'hui, le concept des dépenses populaires est toujours en vogue. Mais comme je l'ai dit le premier jour, ce concept est complété aujourd'hui par un ensemble d'autres concepts qui permettent de voir que dans la manière dont la doctrine est organisée, il ne s'agit plus seulement d'une affaire militaire pour faire face à ces menaces. On essaye d'adopter ce qu'on appelle l'approche globale, c'est-à-dire on intervient aussi bien du point de vue militaire que sécuritaire, aussi bien du point de vue sécuritaire qu'économique, aussi bien du point de vue économique que diplomatique et politique. Et c'est l'ensemble de ces synergies qui est de nature à pouvoir ramener une paix durable dès lors que la crise est interne. Le militaire classique, parce qu'en face de lui, ce n'est pas aussi un militaire classique, ne peut donc plus faire le travail classique qu'il a appris, c'est-à-dire affronter un ennemi visible provenant d'un autre pays. Quelle perspective pour la politique de défense du Cameroun? Alors, le Cameroun s'est préparé et est en train de se préparer à stabiliser son territoire à l'intérieur. Mais à côté de ça, il se prépare toujours avec des dispositifs multiples à parer à toute éventualité d'une agression quelconque venant de l'extérieur. C'est pour cela que vous verrez donc que les militaires sont toujours dans les pourtours de nos frontières et la police et la gendarmerie patrouillent nuit et jour à l'intérieur. Ce dispositif est général à tous les pays en fonction de la manière dont les menaces sont perçues. C'est vrai que dans le contexte actuel, depuis que l'opération spéciale a été lancée par la Russie en Ukraine, on a l'impression qu'il y a une remontée des menaces de guerre. Et cette fois-là, la guerre conventionnelle entre États. Mais dans la sous-région qui est la nôtre, nous n'avons pas des éléments majeurs pensant que les implications de cette crise peuvent arriver chez nous
au point de devenir des agressions d'un État contre un autre État. Mais le Cameroun a son dispositif prêt, et comme cela est dit dans le langage militaire, prêt pour faire face à toute éventualité, en tout temps, en tout lieu, et quelle que soit la nature des menaces.